Hello, hello, hello. Je voulais prendre le temps de parler un petit peu d'éducation pour les enfants. En fait, le mois prochain, là, ma grande fille, ma fille aînée, elle va entrer au CP, à l'école primaire. Elle va bientôt avoir 6 ans et donc elle va rentrer dans ce cadre d'éducation plus formel, où on est assis derrière une table, où on apprend des choses, on fait des exercices, on apprend à écrire, on apprend à lire, et c'est un grand bouleversement pour elle, bien sûr, et aussi pour moi. Ça fait que je me pose plein de questions. Du coup, j'avais envie de parler de ça, là, j'avais envie de réfléchir un petit peu autour de cette question, de m'exprimer. J'ai pris quelques notes et je vais essayer de partager ça avec vous. En gros, j'ai l'impression que y a des choses qui se passent au niveau de l'éducation dans notre société en général, qui sont problématiques, et j'essaye de les comprendre, et je me suis dit qu'il fallait que j'appuie le fait qu'il y a deux principes, deux piliers extrêmement importants, qui sont qu'il faut comprendre que c'est bien de grandir, d'apprendre, et le deuxième, c'est que ça sert à quelque chose d'apprendre, de grandir, de se cultiver, tout ça. Et aussi, ensuite, j'avais envie de parler un petit peu d'une autre chose, c'est le fait que c'est pas évident pour les enfants, et que y a quelque chose de pas naturel dans le fait de vouloir apprendre, et que c'est quelque chose qu'on peut à quoi on peut remédier chez les enfants. Et ensuite, de m'attarder un peu sur la question plus complexe de toute l'idéologie qui est construite autour du rejet de cette idée que c'est bien d'être quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui sait beaucoup, quelqu'un qui apprend, tout ça. Voilà, donc Frida, ma grande fille, là, elle va arriver au CP, et on a déjà eu un moment assez difficile dans les écoles dans lesquelles elle allait aller l'année dernière. On l'a mise dans l'école publique en grande section de maternelle, alors qu'elle n'y était pas avant, elle était en jardin d'enfants. C'était l'école du quartier, l'école qui était juste à côté de chez nous, et ça s'est extrêmement mal passé. C'était une classe qui n'était composée que presque de garçons, et où il y avait très peu de discipline qui parvenait à être maintenue, beaucoup de bruit, pas une proportion assez importante de non francophones, et du coup beaucoup de bruit, et ma fille ne s'est pas du tout sentie bien, et moi non plus d'ailleurs finalement, et du coup c'était déjà un peu une petite tragédie pour moi. Après, heureusement, on a trouvé un endroit où on a pu la déplacer au bout de 2 semaines, qui était très dur pour moi, et je pense assez dur pour elle aussi, même si bien sûr les enfants ont une certaine résilience à cet âge-là. Et du coup, bon, voilà, ça m'a fait me poser beaucoup de questions, et il y a des choses que je crains avec mes enfants dans les écoles dans lesquelles on va les mettre. Il y a une gradation dans ce que je pourrais craindre. Déjà, je pourrais craindre que les enfants, que je les dépose quelque part, et que ce soit tout simplement juste une garderie, que ce soit juste un endroit où je les mets, et puis ils apprennent un peu parce qu'il faut bien faire semblant, mais en gros qu'il s'agisse surtout de juste les mettre quelque part pour que je puisse faire mon travail, et que leur maman aussi puisse faire son travail, et qu'on puisse gagner notre vie, et puis après que les enfants ils soient quelque part et qu'on n'ait pas besoin de s'en occuper tout le temps. Donc juste que ce soit une garderie, et qu'il y ait un minimum d'apprentissage qui soit effectué un peu pour montrer, par principe, mais pas très sérieusement. Ensuite, j'ai un peu peur que ce soit une opportunité ratée, parce que j'ai l'impression que si on part du principe que l'école publique, ou l'école traditionnelle plutôt, telle qu'elle est dessinée aujourd'hui, est bienveillante, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment à jour avec ce que le monde nous offre, avec les opportunités qu'on a. Et je crains qu'une école traditionnelle avec bureau, même si elle est un peu adaptée, mais avec bureau, activité périscolaire, travail d'études, tout ça, je crains que ce soit un petit peu plus adapté à l'ancien monde qu'au nouveau monde. J'ai l'impression qu'on pourrait inventer une école différente,
Voilà, donc j'ai peur que ce soit une opportunité ratée pour mes enfants de les mettre dans un cadre dans lequel ils apprennent des choses, en gros qu'ils pourraient apprendre peut-être dans d'autres circonstances. Par exemple, en regardant des vidéos YouTube ou en travaillant avec des intelligences artificielles ou des choses comme ça. Moi-même, dans mon parcours, j'ai résolu un problème de culture générale qui me peinait beaucoup, qui me rendait, qui faisait que je me sentais pas bien, par un chemin très pas habituel du tout, puisque en travaillant dans l'agriculture, en mettant mes mains dans ce travail très simple en quelque sorte, très répétitif, j'ai pu mettre mes écouteurs pendant que je travaillais et réussir à me concentrer suffisamment pour écouter des conférences, écouter des cours, écouter des vidéos YouTube, écouter des livres et avoir ces deux activités en même temps. Et en fait, du coup, cette éducation que moi j'ai reçue qui pour moi était assez pénible, l'éducation traditionnelle, me paraît aujourd'hui complètement absurde et avoir été une perte de temps ou une opportunité ratée, voire pire, on en reparlera. Mais j'ai l'impression que on est un petit peu dans ce moment de l'histoire où il serait peut-être bon de prendre un petit peu d'avance sur sur ce qu'on offre à nos enfants et de se rendre compte que finalement le modèle de l'éducation avec un professeur qui va juste faire la leçon et faire des exercices aux enfants, il est un peu daté, il date peut-être d'une époque où les informations n'étaient pas disponibles, ou en tout cas certainement les explications par un adulte ou une personne plus compétente n'étaient pas aussi disponibles qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, voilà, tu vas sur internet, même si tu parles pas anglais, mais si tu parles anglais, c'est décuplé, tu as accès à tout ce que tu veux et aux meilleurs profs du monde. Alors c'est un peu particulier de se dire oui, j'ai besoin d'avoir une personne qui est là et qui va m'expliquer un truc forcément moins bien que une personne sur internet. Bon, voilà, donc ça c'est le risque, c'est de passer à côté de quelque chose en fait, de pas offrir le meilleur à mes enfants. Pas offrir tout ce que je pourrais leur offrir. Et puis après il y a la troisième possibilité de cette gradation, c'est que carrément je les mette dans un camp d'endoctrinement néo-marxiste complètement taré, qui comme vous verrez tout à l'heure, je pense qu'il y a une déprogrammation à faire chez beaucoup de gens pour pouvoir recentrer l'éducation vers ce qui est bon. Et quand je repense à mon éducation, quand je pense à ce que j'ai vécu, quand je pense à ce que j'ai vu dans cette école publique où j'ai trempé le bout de mon orteil pendant ces 2 semaines avec ma fille, quand je pense à l'interview que j'ai faite, parce que j'ai interviewé le directeur de cette école, je crains que il y a quelque chose de très pourri, de très lavage de cerveau, de très à gauche, beaucoup plus à gauche que ce qu'on pourrait croire dans l'école publique, et que les principes de base ne sont pas explicités. Au contraire, il y a des contradictions, ou en tout cas que cette école publique est basée sur des principes qui sont absolument à l'opposé de ces principes dont je vais vous parler très bientôt, et qui au contraire pose comme jalon de la vie des enfants qu'elle veut éduquer, et de sa théorie de pédagogie, d'apprentissage. J'ai perdu le fil de ma phrase, mais en gros je crains que ces écoles publiques soient, comme je le disais, les camps d'endoctrinement dans lesquels on apprend exactement le contraire de ce qui est important pour moi, que je vais partager avec vous bientôt. Moi j'ai ce rêve, j'ai un gros problème dans ma vie, c'est que je suis un serial entrepreneur incompétent, et j'adore
réinventer le monde, j'adore imaginer comment les choses pourraient être. Ça, c'est vraiment ma nature, c'est vraiment le talent que j'aimerais développer dans les temps qui viennent, dans ma vie, que c'est comme ça que j'aimerais réinventer ma carrière. Mais je disais que je suis pas c'est ma carrière ratée pour l'instant, c'est-à-dire que j'y arrive pas du tout, mais j'arrive pas à m'empêcher de repenser tous les domaines de la société, tous les domaines de l'économie et les réinventer pour qu'ils soient différents, plus adaptés au monde tel qu'il existe aujourd'hui, j'aimerais réussir à créer des entreprises autour de ces principes et de ces idées. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je me débat depuis des années pour essayer de réinventer l'agriculture et la rendre plus proche des gens, voilà, des consommateurs. C'est peut-être parce que j'ai peut-être fait cette erreur ou eu la malchance de me lancer corps et âme dans un des domaines qui n'est pas les plus faciles à réinventer. L'avenir nous le dira, on verra. J'ai l'impression que c'est vraiment une bonne base et qu'une fois que j'aurai résolu ce problème fondamental, ce sera une pierre sur laquelle bâtir l'édifice de mes autres entreprises, de mes autres idées. En tout cas, je rêve une autre école pour mes enfants. Et je m'en veux de ne pas réussir à avancer plus vite dans ma vie et de ne pas réussir à avoir assez confiance en moi pour développer ces projets. Mais du coup, j'imagine une école qui serait basée autour du principe qu'il faut développer non pas des compétences, mais des métacompétences. C'est-à-dire que il faut reprendre ce principe de base de la philosophie grecque, de la philosophie en tout cas traditionnelle aristotélicienne, on va dire, qu'il faut avoir un corps sain dans un esprit sain, qu'il faut savoir se servir de son corps et qu'il faut savoir se servir de son esprit tout autant. Et voilà, moi je rêve d'une école qui serait une école dans laquelle on apprendrait à construire une maison, par exemple, donc savoir travailler le bois, le métal, mais aussi apprendre les fondamentaux du business et savoir construire une clientèle, savoir vendre, savoir débattre, savoir négocier, savoir convaincre, tout ça. J'aimerais créer une école dans laquelle on apprendrait à se cultiver, à développer une culture générale, mais aussi à cultiver son jardin, à savoir produire de la nourriture, à savoir élever des animaux. J'aimerais construire une école dans laquelle on apprendrait à débattre, oui, mais aussi à se battre, à se servir de son corps comme une arme pour se sentir plus à l'aise en société. En fait, débattre, c'est se battre avec son esprit, et apprendre à se battre, c'est apprendre à se battre avec son corps. Et je pense que ce sont des choses qu'il est bon de savoir faire, d'avoir des bases dans tous ces domaines. Je pense sont des choses qui permettent de partir sur de bonnes bases pour ensuite être capable d'apprendre. Petite pause. Attendez, excusez-moi. Pardon, une petite coupure. Donc j'ai l'impression que ce sont des bonnes bases pour construire une personne qui est capable de se débrouiller dans le monde du 21e siècle. Que si tu sais faire tout ça, si tu sais faire tous ces trucs, si tu as tous ces méta-savoirs, eh bien tu seras capable de... Pardon, je mets le silencieux là pour pas être dérangé à nouveau. Si tu sais faire tout ça, tu seras capable après d'apprendre la physique sur YouTube ou en utilisant des outils qui sont à ta disposition, qui vont évoluer de toute façon dans 20 ans. Vous imaginez, ça fait 5 ans qu'on a les LLM, vous vous rendez compte de tous les services qu'ils rendent. Imaginez-vous dans 20 ans ce qui potentiellement peut être à notre disposition. Je vois pas vraiment à quoi ça aura servi d'avoir passé des années derrière un bureau. Enfin, je sais pas, peut-être il y a une part bien sûr. Ça peut être intéressant d'apprendre à s'asseoir et à se concentrer. Je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est une partie de ce qu'il faudrait savoir faire, je pense. S'asseoir, écrire, lire, être capable de pas bouger. Je pense que c'est une compétence parmi d'autres compétences. Et qu'il faut apprendre ça, mais il faut aussi apprendre beaucoup d'autres choses. Et que en plus de ça, je pense qu'il y a
quantité assez importante de personnes, d'enfants qui ne sont juste pas adaptés à ça, à des journées de 6 heures, 7 heures, 8 heures assis à écrire. Moi, je suis certainement pas une personne qui est capable de faire ça, et je l'ai jamais été, et je l'étais pas quand j'étais à l'école, et c'est un peu une tragédie pour moi que j'ai dû traverser tout ça. Voilà, donc c'était un peu une longue intro, et maintenant je crois que ça va être un petit peu plus bref, mais je vais vous parler de 2 piliers fondamentaux qui, à mon avis, doivent être ceux sur lesquels l'édifice d'un apprentissage d'un enfant, d'un être humain se construisent. Et ces 2 fondamentaux, donc comme je disais, c'est que premièrement c'est bien, et deuxièmement ça sert à quelque chose. Alors premièrement, c'est bien, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça m'a pas l'air évident pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui mérite qu'on le redise, qu'on le redise. C'est que l'éducation, l'apprentissage, ça sert à être cultivé, ça sert à être quelqu'un qui a des savoir-faire, et avoir des savoir-faire, ça sert à gagner de l'argent, et ça sert à gagner du pouvoir, et ça sert à gagner de l'influence, et ça sert à être plus désirable, et ça sert à être plus riche, plus puissant, plus fort, et que tout ça, ce sont des bonnes choses. C'est pas mauvais d'être fort, riche, puissant, désirable. C'est bien. On peut faire le bien, on peut faire plus de bien quand on a tout ça que si on ne l'a pas. Et on a plus d'influence sur soi-même, sur les autres, on a plus de liberté, on a des vies plus intéressantes. Mais donc surtout, c'est moralement une bonne chose. Et j'ai l'impression que sur la base de certaines exceptions à la règle, il y a toute une philosophie qui est construite dans la tête de beaucoup de gens qui vont penser que être puissant, être riche et puissant, c'est forcément faire quelque chose de bien, et qu'il faut avoir une certaine modestie ancrée dans notre vie et dans nos compétences, que l'expression de notre personne doit être modérée afin que on ne fasse pas le mal qui est inscrite dans le corps, ontologiquement dans l'être du fait d'être fort, riche et puissant. Et on se base sur ça, donc sur des exceptions, parce que oui, il y a certaines personnes qui sont fortes, qui sont riches, qui sont puissantes, qui sont désirables, et qui vont profiter de ça pour faire des mauvaises choses, voilà, pour faire la guerre, pour faire des choses immorales, évidemment. Oui, ça existe, et vous trouverez vous-même les exemples de ça que vous avez besoin de trouver, mais ce sont des exceptions, et on apprend, si on regarde les choses de manière suffisamment objective, sans être trop dans la critique, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont très riches, forts, puissants, influents, et beaux, qui font du bien autour d'eux, qui font des belles choses, qui rendent des services, qui font de la recherche, qui en profitent pour lancer des choses, qui partagent cet argent. Enfin, toutes ces qualités permettent de faire le bien. Et si on est une mauvaise personne pauvre, on deviendra probablement une mauvaise personne riche, mais si on est une bonne personne pauvre, on deviendra probablement une bonne personne riche. Mais donc, oui, c'est quelque chose, il me semble, qu'il faut répéter, qu'il faut bien comprendre. On peut être immense, on peut être flamboyant et être une bonne personne. On peut être multimilliardaire et être une bonne personne. En agriculture, il y a ce problème qui est que pour obtenir plus de nourriture, il faut donner plus. On peut par moment, exceptionnellement, avoir des bons rendements en mettant très peu, d'intrants, en mettant très peu d'eau, en mettant très peu d'engrais.
en mettant très peu de soins, mais globalement, si on a envie d'avoir des gros bons résultats, des bons rendements, il faut mettre beaucoup. Et pour beaucoup, dont moi, en fait, dans mon parcours, je pensais que je le pensais pas vraiment, mais c'était inscrit dans ma tête que si je mettais beaucoup, j'allais faire quelque chose de mal, en quelque sorte. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Faire beaucoup, c'est aussi faire le bien. Faire le bien moralement. Donc ça, c'est la première chose que je veux transmettre à mes enfants, qui est le premier pilier pour moi dans l'éducation, sur lequel l'éducation de mes enfants sera fondée. La deuxième chose, ce sera que ça sert à quelque chose. Et ça, je pense que ça a l'air tellement bête qu'on n'y pense même pas, mais moi, personne me l'a dit. À quoi ça sert ? On m'a dit ouais bon voilà, enfin je sais pas, il y avait cette espèce d'ambiance générale qui était ouais bon voilà, ça te permet de gagner un diplôme, d'avoir un diplôme, et après tu auras un travail et puis alors tu pourras gagner ta vie, bon voilà, mais il y a ce côté où à côté duquel on est complètement passé avec moi, et à côté duquel on passe complètement pour beaucoup d'enfants, qui est de dire bah oui, en fait, apprendre les maths, ça permet de mieux réfléchir. Apprendre les maths, ça permet de connecter les points dans plein d'autres domaines. Apprendre les maths, c'est une chose qui te permet d'avancer dans la vie avec une fluidité extraordinaire que tu n'auras pas si tu n'apprends pas les maths. Et apprendre la biologie, ça te permet de mieux comprendre ton corps, ta santé, ta nutrition, les plantes, ça te permet de mieux comprendre ton environnement, ça te permet de comprendre plein de choses. La physique, ça te permet de mieux penser, ça te permet de passer à côté des pièges aussi, c'est tout ça. Et tout ça, c'est interconnecté. Tout ça, c'est des choses qui t'offrent une meilleure compréhension du monde, et une meilleure compréhension du monde te permet d'avoir une meilleure vie. Non seulement ça te permet d'avoir plus de résultats, donc comme voilà les trucs du premier point, ça te permet d'être plus riche, ça te permet d'être plus cultivé, ça te permet d'être plus résilient, d'être plus libre, d'être plus puissant, d'être plus influent, d'être désiré, d'être plus beau, d'être en meilleure santé, tout ça, oui, mais en plus de ça, le fait d'avoir ces savoirs, ces compétences, ça te permettra de mieux supporter, enfin je l'ai dit à l'instant, d'être résilient. C'est-à-dire que la vie, elle est pleine d'imprévus, il y a des pièges, et il y a des choses qui vont t'arriver, et peut-être que tu seras pauvre, et peut-être que tu seras en mauvaise santé, et peut-être que tu seras seul, et peut-être que voilà, la tragédie, elle est à la porte de chacun d'entre nous. La maladie, la solitude, la difficulté, enfin tout ça, oui, la guerre bien sûr, et tout ça, c'est important de comprendre que les choses qui vont nous arriver, même si le pire nous arrive, avoir appris tout ça, ça fera qu'on saura le supporter mieux que si on ne l'avait pas appris. Ça sert à quelque chose. Et je vais encore ajouter un point ou deux points que j'ai oubliés, qui sont essentiels. C'est l'art et c'est la philosophie et la spiritualité aussi. C'est ces trois domaines, enfin tout ce domaine des sciences sociales, qui sont un petit peu moins pragmatiques que les maths, la physique, les sciences, je sais pas, les sciences molles, je crois qu'on dit parfois pour un peu en plaisantant peut-être. Ça permet de donner du sens à sa vie. L'art, étudier l'art, apprendre l'art, ça permet d'avoir du goût, et ça permet de rendre des choses qui n'ont aucune valeur infiniment puissante et pleine de valeur, justement. Apprendre la philosophie, ça permet de mieux comprendre les êtres humains, ça permet de mieux se comprendre soi-même, de mieux comprendre les autres domaines, l'histoire, les maths, tout ça. Et puis la spiritualité, ça permet d'être plus résilient face au mystère de la vie. Enfin tout ça, c'est des choses donc qui servent à quelque chose. Je le répète, donc premier pilier d'une éducation, c'est bien de le faire. Deuxième pilier d'une éducation, ça sert à quelque chose. C'est pas inutile. Si on vous dit que c'est inutile mais qu'il faut l'apprendre, alors c'est que c'est inutile. Mais enfin, je veux dire, c'est enfui, il faut s'enfuir. C'est un mauvais professeur qui va vous dire ça. Un bon professeur vous expliquera à quoi ça sert, ce que vous allez apprendre, et sera capable de vous expliquer, de vous faire croire sincèrement, parce que c'est vrai, que ça sert à
quelque chose. Voilà, donc pour ces 2 points. Et maintenant, on va passer à la suite, au chapitre 2, où j'avais envie de parler d'autre chose. C'est pourquoi ces 2 piliers ne sont pas évidents. Et la première raison, je pense, elle est dans notre nature. C'est une croyance que j'ai. Je pense que dans notre nature, on n'est pas fait pour ça. Et ensuite, il y a une question de culture. Et là, on reviendra à cette question de l'endoctrinement, du lavage de cerveau, etc. Et en gros, quand on parle de nature, on parle de ce que font les enfants. Et ensuite, quand on parle de culture, on va parler un petit peu des adultes qui évoluent dans ce système, ce contre-système qui ne croit pas en ces 2 piliers. Alors la question de la nature, pour moi, la meilleure manière de l'expliquer, c'est la métaphore de l'automobiliste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous voyez, vous êtes certainement un automobiliste, la plupart d'entre nous le sont. Ou même si vous êtes un cycliste ou un piéton, ça marche aussi, mais il y a quelque chose dans l'automobile qui fait que c'est vraiment universel. Quand on est dans une situation, quand on se retrouve brutalement, soudainement dans une situation tendue avec notre automobile, eh bien, il y a un réflexe en nous et en chacun d'entre nous, c'est de dire mais ça va pas la tête, et de faire un reproche à l'autre personne qui est impliquée dans le problème. C'est-à-dire de faire comme ça en levant les mains en disant ça va pas la tête, et c'est un réflexe. Et même si on est complètement en tort, tout le monde va avoir le premier réflexe de dire ça va pas, et c'est plus ou moins court. Si on est quelqu'un qui est éduqué et qu'on apprend à remettre en question ce réflexe du reproche, alors très rapidement on se dit oula, c'était tendu, et du coup j'ai un peu perdu j'ai un peu perdu le fil là, je suis un peu passé en mode Cro-Magnon, et j'ai tout de suite reproché à l'autre. Est-ce que moi j'ai fait une petite erreur ? Ouais, peut-être, ou alors on peut pas trop savoir. Bon, je vais suspendre mon jugement. Voilà, si jamais il y a eu un accident, je vais sortir de la voiture et je vais pas tout de suite être là c'est ta faute, t'as fait ça, blablabla. Même si la personne est coupable d'ailleurs, de savoir dire bon, ok, c'est pas grave, remettre les choses en question. Donc ça, c'est la nature humaine, à mon avis. C'est-à-dire que le réflexe chez tous les êtres humains, c'est de faire un reproche, de dire non, de s'opposer, de vouloir utiliser la violence, de vouloir dire que c'est la faute des autres, et qu'on peut apprendre par contre très 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 facilement, pas très facilement, c'est pas facile à enseigner, mais une fois qu'on sait le faire, c'est très facile de désamorcer ça. Comme un automobiliste qui a appris à faire ça serait capable de dire oui, voilà, pardon, je me suis un peu emporté, désolé monsieur, voilà, on va un peu, voilà, on va se sortir de cette situation, on va un petit peu noter ce qui s'est passé, et puis tant pis s'il y a un tort d'un côté ou de l'autre, ce qui compte c'est que personne soit blessé, etc., etc. On va essayer de faire le mieux avec ce qu'on a actuellement. Tout de suite, voilà. Et du coup, c'est un peu pareil avec les enfants. Les enfants, ils vont avoir le réflexe, ils vont pas naître, ou peut-être qu'il y a des exceptions, mais à mon avis, c'est pas le cas. À mon avis, c'est juste que c'est déjà en eux de contredire leur nature. Mais les enfants, ils vont jamais dire oh oui, super, j'ai envie d'apprendre ça par cœur. Non, le réflexe, c'est oh non, c'est dur. Et alors, il faut leur expliquer pourquoi. Le réflexe, la nature, c'est de dire oh non, j'ai pas envie. Oh non, ça sert à rien. Oh non, c'est pas bien. Oh non, c'est nul. C'est ça le réflexe. Et c'est notre devoir en tant que parents, c'est notre devoir en tant que pédagogue de leur apprendre que en fait c'est une bonne idée, que c'est une bonne chose moralement, et que ça sert à quelque chose de ne pas avoir ce réflexe de rejet, de ne pas avoir le réflexe de l'automobiliste.
Il faut apprendre à nos enfants, et c'est ce que j'essaye de faire, à passer du premier stade de rejet au stade de « ok, est-ce que finalement j'aurais pas quelque chose à tirer de ça ?» Voyons voir comment transformer cette petite agression qu'on me fait en opportunité. Comme un automobiliste qui se dit « ok, je pourrais me mettre très en colère, je pourrais être violent, mais je ne vais pas le faire, je vais suspendre mon jugement et je vais me dire bon, voilà, la faute est peut-être partagée. Si la faute n'est pas partagée et que la personne en face de moi est coupable, à quoi ça sert d'être violent et agressif ? Je peux tout simplement être cordial et puis patienter et attendre que mon assurance, que la police arrive ou que sais-je, voilà, avoir cette correction de réflexe. Et bien j'essaie d'apprendre à mes enfants à faire la même chose avec ce réflexe qui veut que ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie de ranger, ils n'ont pas envie de s'organiser, ils n'ont pas envie d'apprendre par cœur, ils n'ont pas envie d'apprendre tout court, ils n'ont pas envie de savoir, ils n'ont pas envie d'être corrigés non plus. Voilà, tout ça c'est des choses qu'il faut enseigner, ce sont des réflexes qu'il faut créer. Et ça se fait par deux choses. Alors bien sûr, il y a les explications, hein, il faut expliquer tout ça, il faut expliquer à quoi ça sert, il faut expliquer que c'est bon et il faut expliquer que ça sert à quelque chose et pourquoi. Et il faut écouter les enfants, utiliser ce qui est important pour eux, ceux où ça s'accroche chez eux pour argumenter, mais surtout, comme dans finalement toute l'éducation des enfants, les Anglais ils disent more is taught. Non, pardon. Les Anglais ils disent more is caught than taught. Ça veut dire il y a plus de choses qui sont attrapées que de choses qui sont apprises. C'est-à-dire que les enfants apprennent plus en observant ce qu'on fait qu'en écoutant ce qu'on dit. Si vous dites aux enfants il faut être généreux avec tout le monde, tout le temps, et que vous donnez jamais rien à personne devant eux, il y a peu de chances qu'ils deviennent généreux. Si vous dites aux enfants il faut surtout pas être violent dans la vie, mais qu'après vous leur filez des baffes, ils vont probablement filer des baffes à leurs enfants, et puis aussi du même coup leur dire que c'est vraiment pas bien d'être violent d'ailleurs. Voilà, la répétition du coup. C'est comme ça qu'on endoctrine des enfants, et c'est bien d'endoctriner des enfants, c'est bien de les programmer, c'est bien de leur faire un lavage de cerveau, c'est bien de les lobotomiser pour leur apprendre à corriger ce réflexe naturel, le réflexe de l'automobiliste, mais dans le cadre de l'apprentissage. Okay ? Première chose. Après, la deuxième chose, c'est la culture. Et ça, c'est tout un système qui est construit autour des gens qui n'ont pas appris à corriger ce réflexe. Et c'est toute une construction mentale qui permet d'apprendre suffisamment pour survivre dans la vie, pour pas être complètement perdu, pas être complètement pauvre, pas être complètement asocial, mais en même temps qui est basée sur le contraire de ces piliers. Okay ? C'est-à-dire que, en gros, c'est pas bien. C'est pas bien d'être riche, c'est pas bien d'être cultivé, c'est pas bien d'être puissant, c'est pas bien d'être ambitieux, c'est pas bien d'être beau. Que ce qu'il faut, c'est être le moins possible. Il faut être comme une petite bête dans sa grotte qui se cache, qui prend un peu le minimum, qui fait le minimum, qui a le moins d'effet, qui a le moins d'impact. Et aussi que ça sert pas à grand chose finalement. Parce que ça fait qu'on se pose trop de questions. Si on étudie la philosophie, on se pose trop de questions et du coup, on peut pas profiter de notre petite vie de terrier dans laquelle on est coincé. On peut pas ne pas avoir d'ambition. On peut pas ne pas grandir. On ne peut pas être dans cette pensée que le déploiement, l'extraordinaire
eh bien, ça n'est pas une bonne chose. Et je dois admettre que moi, vivant en France, moi, vivant dans un pays que je considère être quand même un pays très très à gauche, dans une ville que je considère être très très à gauche, j'ai un peu peur d'être complètement encerclé par cette philosophie qui trouve des moyens bien sûr de se cacher un peu, parce que on peut pas vivre dans un terrier, on peut pas vivre sans avoir une interaction, on peut pas vivre non plus sans bénéficier du résultat de cette philosophie d'expansion qui crée des entreprises, qui crée du savoir, qui crée des technologies, qui crée des connaissances, qui créent des systèmes. Donc il faut un peu arrondir les angles, on va dire, et prendre ce qu'il faut d'éducation, de construction, de savoir-faire, de travail, mais toujours en ayant un petit peu cette idée qu'il faut en faire le minimum. Et je dois avouer que je trouve pas le mot en français là, excusez-moi. Ça se bloque un peu dans ma tête. En anglais, c'est baffled. Je suis épaté, abasourdi. Voilà, je suis un peu abasourdi par le manque d'ambition du monde qui m'entoure. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Parce que moi, j'ai envie de planter les arbres par milliers et de savoir qu'ils seront encore là dans 1000 ans, parce que j'aurais construit quelque chose d'immense, quelque chose de millénaire, j'aurais changé la culture, j'aurais changé la société, j'aurais changé la technologie, j'aurais changé les outils. Moi, je veux grandir, je veux devenir riche, je veux devenir fort, je veux devenir puissant, et c'est un sentiment qui n'est pas du tout partagé autour de moi. Et j'ai peur de passer à côté d'amis, j'ai peur de passer à côté de ma vie, j'ai peur d'être un petit peu coincé dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et je vais clôturer du coup ce discours en vous confessant du coup ce qui est ma peur pour mes enfants, pour moi, pour mon futur. C'est que mes enfants, je le vois bien, tous les enfants qui sont autour de moi et que j'apprends à connaître au fil des années. Ma fille a 6 ans, j'ai 3 enfants aujourd'hui, elle a des cousines, elles ont des cousines et des cousins dont je suis relativement proche. Donc voilà, je commence à connaître et à avoir une idée de ce que c'est un enfant et de comment l'éduquer. Et les enfants, ils aiment. Les enfants, ils ont envie. Ils ont quelque chose, ils ont une ambition, ils ont le réflexe. Quand on leur dit tu peux gagner de l'argent, tu peux devenir riche, tu peux créer une entreprise, tu peux vendre, ça les passionne. Ils ont envie de créer, bien sûr, tous les enfants dessinent, alors que les adultes, ils créent plus rien. Ils sont beaux et ils ont envie d'apprendre à danser, ils ont envie d'apprendre à construire, ils ont envie d'apprendre à vendre, tout ça, c'est des choses, ils ont une volonté de puissance nietzschéenne, naturelle, qui est merveilleuse. Du coup là je me retrouve avec dans ma tête une contradiction, et je sais que la théorie c'est que quand on prend la parole comme ça il faut pas s'auto-contredire, mais cette histoire de nature, le réflexe de l'automobiliste, je me dis là que ça rentre un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, que ces enfants ont ce réflexe, cette volonté de puissance. Eh bien non, en fait je crois pas, parce que la volonté ils l'ont, c'est le moyen qui manque, c'est-à-dire le moyen c'est se concentrer, c'est s'asseoir et lire, c'est faire un effort. Et c'est ça qu'ils rejettent naturellement, et qu'il faut leur apprendre à harness, c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent à supporter et à maîtriser. Donc finalement pas de contradiction, mais du coup ma grande peur c'est que cette énergie vitale qu'ont mes enfants, qu'ont finalement tous les enfants que je
passe par fausse modestie, par paresse, par procrastination, parce que je suis au mauvais endroit, parce que je n'ai pas les bonnes personnes autour de moi et qu'ils n'ont pas les bonnes personnes autour de moi, de voir cette flamme chez mes enfants et chez les enfants qui m'entourent et chez les enfants qui les entourent, voir cette flamme disparaître et voir mes enfants ne pas conserver cette volonté de grandir, de devenir riche, de devenir beau, tout ce que je me souhaite à moi et que je ne vois nulle part autour de moi. Je ne sais pas comment je vais me sortir de ça. Je crois qu'il faut que j'avance plus vite. Et c'est difficile pour moi d'avancer au rythme auquel j'avance, mais si je crois vraiment qu'apprendre et grandir c'est bien moralement et ça sert à quelque chose d'apprendre, alors je vais grandir et apprendre plus. Je vais jouer ma peau, je vais mettre mon énergie et mon argent dans ce que je crois être vrai, ce que je crois être bon, et cela fera de moi une meilleure personne, une personne plus riche, une personne plus influente, et j'éviterai à mes enfants de tomber dans ce piège. Voilà. C'était assez intense pour moi. C'était un bon moment. J'espère que ça t'aura appris, ou je sais pas. J'espère que tu seras d'accord avec moi et que tu comprendras ce que j'ai voulu dire. À bientôt. Bye.